Le plus dur, c'est de trouver le bon rythme, disait Vlad. Si tu ne trouves pas d'emblée ton propre rythme, c'est fichu, tu chopes un point de côté, tu te mets dans le rouge, il faut savoir doser, ne pas se griller d'avance, mouliner sans forcer, en garder sous la pédale, comme on dit. J'écris sous sa dictée, j'essaie de retrouver le tempo de son phrasé, le grain de sa voix, le tranchant de son accent, sa façon si particulière de rouler les airs. Il m'avait dit ça une nuit à Paris, alors que nous avions les flics aux trousses. Je le revois pédalant à mes côtés, haletant à mes côtés. Je revois sa manière unique de tenir son guidon, d'empoigner le taureau par les cornes, mains fermement agrippées aux cocottes de frein, dos cambré, buste jeté en avant, cou rentré dans les épaules. J'aurais pu le reconnaître de loin. Il nous arrivait de nous croiser par hasard, du temps où il vivait dans un squat à Pantin, et moi, dans un ancien bordel, au métro Danube. Un jour, je m'en souviens, c'était en avril, un des premiers soirs qui voit s'égayer la ville. Je sors d'un bar un peu éméché, je vais décrocher mon vélo, j'aperçois un type aux cheveux blonds noué en catogan qui dodeline des épaules en grimpant la rue de Ménilmontant. Je me dis, ça doit être lui, c'est bien son style à lui. J'enfourche ma monture, je me dresse sur mes étriers, j'attaque la pente en danseuse. Lui est déjà loin, loin, loin. Je le vois filer comme si les feux, les néons, les enseignes, les réverbères, toutes les lumières de la capitale le halaient vers le ciel aimanté. Sous son barda de coursier, sa veste noire flotte dans son dos, et lorsqu'il dévale les rues de Belleville, on entend claquer les pans de cuir. Petites ailes de corbeau ivre de traverser la ville ainsi, sur le fil de fer de son seul désir. Tout est une question de rythme, disait Vlad, pas seulement de souffle, mais de tempo, pas tant de vitesse, mais de pulsation. Les cuisses et les poumons ne suffisent pas. Ce qui compte, c'est le cœur. Les jambes, on s'en fout. Elles suivront bien les jambes. Et si la cadence va trop vite, ou si le développement est trop grand, il y a un dérailleur pour ça, un coup de pouce, et tu changes de braquet. En revanche, le cœur, lui, s'il s'emballe, c'est terminé, tu vois rouge, le sang te monte à la gorge. Tu as l'impression qu'on t'enfonce une dague en travers de la gueule. Tu as ce goût de fer sur la langue et tu peux t'arrêter net, y rester. J'ai vu un type foudroyé comme ça, c'était dans les Vosges, en VTT. Il a attaqué un radar un peu fort sur la plaque et il a claqué. Depuis ce jour-là, j'ai raccroché mon VTT. L'effort est trop bref et trop violent. Moi, c'est l'endurance que j'aime. L'endurance, c'est la vitesse dans le soleil et le vent, les longues distances à toute allure, le long des fleuves, des rivières et des canaux de France et d'Europe. Un bon vélo, comme un bon livre, doit servir à retrouver sa respiration, disait Vlad. Surtout, tu dois te concentrer dans ta course, apprendre à surveiller ton pouls, écouter les battements de ton cœur. Reconnaître les systoles et les diastoles. Tu dois savoir quand tu dépasses les bornes, quand tu risques la crampe, mais aussi quand tu n'es pas dans le coup
quand tu ne peux rien de bon, quand tu es vidé. Enfin, tu dois toujours être sur le qui-vive, attentif au moindre bruit, sans cesse aux aguets. Tout ne tient qu'à un fil, le moindre moment d'inattention, le moindre geste de travers, et tu es foutu. Une bagnole déboule sur la droite, un piéton se jette sous tes roues, le danger te guette à tous les coins de rue, tu dois savoir anticiper, doser les freinages et les à-coups, viser la fluidité. Sur ta selle, tu dois couler de source. Ta trajectoire doit être aussi déterminée que le tracé d'un torrent, aussi souple que celui d'une rivière. Pas plus que l'eau qui s'écoule dans la plaine, tu ne dois sentir l'effort qui s'imprime dans tes veines. Tu dois avoir l'impression de dériver comme dans un rêve. Tant que tu pédales, tu dois te sentir léger comme une plume au bord de la lévitation. Tu dois être toujours prêt à saisir la balle au bond, à relancer la machine dès que tu te cales un peu trop bien sur ta selle, dès que tu te poses tranquille, pépère sur ton derrière, tu prends le risque de te faire choper. Si les flics déboulent et te prennent en chasse, ne leur laisse aucun répit, saute de trottoir en trottoir, engouffre-toi dans les ruelles les plus étroites, traverse les passages les plus périlleux, prends les virages à la corde, assure tes dérapages, évite les avenues trop larges, il n'y a jamais de ligne droite à vélo. Le cyclisme, comme l'écriture, n'est qu'une série de méandres. Pense à varier les vitesses, improvise ton itinéraire, serpente sur la chaussée. Les flics à vélo sont de vieux crocos. Si tu te mets à zigzaguer, ils zigzaguent aussi dans ton sillage, pur réflexe de leur part. Et n'oublie pas qu'ils ont la trouille au ventre, la trouille de faire une connerie, la trouille de se viander, la trouille des chicanes et des pavés, la trouille d'échouer, de ne pas aller jusqu'au bout de leur mission, de rentrer bredouille au bercail. La peur, tu ne dois pas la fuir ni la dompter, tu dois l'apprivoiser pas à pas. L'adrénaline est ta drogue, sans elle, tu n'es rien, tu ne vaux rien. Si tu trouves le bon rythme, disait Vlad, tu deviens invisible, insaisissable, rien ne peut t'arrêter. Une sorte de transe intérieure te gagne, tu peux continuer sur cette lancée des heures et des heures, parcourir des dizaines de bornes sans t'en rendre compte. La route se déroulera d'elle-même sous tes pneus ou tes boyaux, torrent d'images ou films en avance rapide. Paris, très vite, ne sera plus qu'un lointain souvenir. Tu sentiras la ville s'effacer derrière toi. Adieu bagnole, adieu scooter, trottoir sale, odeur de pisse, platane lépreux. Adieu sirène des ambulances et des pompiers. Si les flics sont à tes trousses, à la vue du périph', tu pourras souffler. Tu les auras semés. Les flics à vélo s'aventurent rarement au-delà du périph'. En passant dessous, tu pourras te dire que tu l'as échappé belle. L'Est commencera là-bas. Tu seras déjà sur le boulevard de l'Europe, sur la route du Danube, sur la route du vrai Danube. Pas la station de métro, mais le fleuve.
J'ai rencontré Vlad sur la route du Danube, il y a 7 ans. C'était dans les Vosges, au mois de mars, à la veille du printemps. Vlad tentait pour la 2e fois la grande évasion à vélo vers l'est, mais il devrait bientôt rebrousser chemin à la suite d'un sacré pépin. De mon côté, je m'étais rendu en Alsace avec une seule idée en tête. Traverser le Rhin, grimper les cols de Forêt-Noire, atteindre les sources du Danube et visiter la Zintari. Promis, je vous raconterai plus tard l'histoire de la Zintari. En attendant, j'étais de passage à Colmar pour voir le retable d'Issenheim de Matthias Grünewald. Je ne le connaissais qu'en reproduction. J'en avais punaisé une carte postale au-dessus de mon lit. Cette image me hantait, parfois la nuit. Je croyais que j'étais attaqué tel Saint-Antoine par une armée de monstres hybrides et de diablotins biscornus et bariolés qui me piétinaient, me rouaient de coups, m'arrachaient les cheveux. L'Alsace sortait à peine de l'hiver. Le temps n'était pas propice aux escapades cyclistes. Une des employées du musée, pointant son doigt vers le ciel et traduisant un dicton local, avait annoncé « Attention, là-haut, sie wollen des Schnee. Ils veulent de la neige. » Alors, après quelques rasades de kirsch, j'ai décidé de défier la neige des Vosges. Et je me suis mis à grimper comme un forcené, zigzagant sur la route dans un état second, sans savoir si c'était la faute au degré d'alcool ingurgité ou au degré de la pente qui s'accentuait. J'ai cru d'abord à une hallucination quand j'ai vu tourner dans le ciel une roue. J'ai freiné, dérapé, sauté de ma bécane, l'ai jeté dans l'herbe et me suis approché. Son vélo était perché sur la cime enneigée des arbres comme s'il avait tenté de décoller. L'accident venait d'avoir lieu. La roue arrière tournait, 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 tournait encore sur elle-même. On entendait le clic-clic-clic du moyeu. Ses rayons reflétaient ceux du soleil. La fourche s'était enfoncée dans les frondaisons d'un conifère. Le guidon encastré entre 2 troncs, la selle à la renverse, les pédales arrêtées net, la chaîne pendouillant dans le vide. Et si la roue arrière n'avait pas continué à tourner dans le vide, si le chrome des freins et des moyeux n'avait pas accroché mon regard, j'aurais poursuivi mon chemin. Soudain, j'ai vu des branches remuer au fond du ravin. J'ai entendu le souffle d'un mammifère. J'ai pensé d'abord à un chevreuil, à un blaireau, à un sanglier. Enfin, Vlad est apparu, les bras ballants et couverts d'échymose, le maillot déchiqueté, les cuisses écorchées vives, le visage tuméfié, l'air hagard d'un revenant, son casque couvert de neige. Il a grimpé en haut des épicéas avec l'agilité d'un grizzly, a décroché sa bécane des branchages et l'a jetée à terre comme un vulgaire bagage avant de la hisser sur l'épaule. À cause du retable d'Issenheim, j'ai pensé au Christ et j'ai eu une vision, celle d'un crucifié de la route. Je comprendrai plus tard que le cyclisme était sa croix, qu'il rêvait de crever sur un vélo. Vlad pédalait sur une ligne de risque, serrant les virages à la corde, grillant les feux rouges, mordant les trottoirs, ignorant les chicanes, frôlant les bagnoles au plus près, effrayant pigeons et badauds, s'attirant les klaxons, les colibés, les noms d'oiseaux, la rancœur des taxis captifs de leur cercueil roulant. Je lui ai tendu la main pour l'aider à franchir le talus, et c'est là qu'il a dit « Putain, je l'ai échappé belle. »
Échappée belle. Repris en écho par la montagne, les deux mots ont résonné de nouveau dans l'air acide de Mars. Échappée belle. Il ne croyait pas si bien dire. Échappée belle. Ce serait le leitmotiv de nos virées. Il devait la vie à un être, un grand être aux branches fourchues, à l'écorce très lisse et capitonnée de neige, qui avait amorti sa chute. Ça va ? Ça va, dit-il, en tâtant sa bécane. Le vélo n'a rien. Il a rajusté la chaîne, a réglé les freins et s'est remis en selle, comme si de rien n'était, malgré les roues formidablement voilées. Seulement, ses lunettes étaient brisées, de petites lunettes rondes d'intello qui lui donnaient un air de Laurent Fignon, et qu'il était allé repêcher au fond du ravin. Ce soir-là, dans le brouillard de Mars et le froid bleu des Vosges, j'accepterai de lui servir de guide dans la descente du col. Il s'accrocherait à mon porte-bagages, je le remorquerai jusqu'au prochain village, et nous serions hébergés dans un immense chalet au bord du lac Noir par une colonie de jeunes Allemandes qui n'avaient pas résisté à son charme de miraculé. Sans lunettes, il ne pourrait pas reprendre la route du Danube. Après cette histoire, nous avions repris, chacun de notre côté, la route de Paris. On s'était perdu de vue pendant des mois, voire des années. Je le retrouverai à Pantin, dans le sous-sol d'un garage clandestin où il était employé comme mécanicien. Il me raconterait tous les petits boulots qu'il avait enchaînés pour payer son loyer et envoyer tous les mois du fric à sa mère, qui vivait encore en Ukraine. Nous avions roulé quelquefois, roue dans la roue, sur les routes des banlieues. Puis plusieurs semaines s'étaient écoulées sans qu'il me donne de nouvelles. Un jour enfin, je le croise par hasard du côté d'Aubervilliers, sur le canal Saint-Denis. Vlad aimait longer le canal, il y reconnaissait un peu de son pays natal. Il me disait « Ça ressemble à la banlieue de Kiev ». Il aimait voir les tours du métro Crimée se dresser, rosâtres à l'arête, dans le ciel gris, derrière le pont de l'autoroute, quand on revient de Saint-Denis. J'ai grandi dans une banlieue morose du même genre, avec tout un tas de bars similaires pour hacher l'horizon. Mais tu sais, mon pote, la tristesse, à vélo, tu n'y penses plus. Les bars, tu ne les vois plus. La seule chose qui compte, c'est l'espace, la lumière, le sentiment d'espace aéré et de lumière vive. Et puis il aimait les chantiers, les grues, les péniches, les terrains vagues, tous ces no man's land. C'était un avant-goût de la grande steppe eurasiatique. Ici, disait-il, j'ai l'impression que quelque chose peut enfin m'arriver. À Paris, on tourne en rond. On descend toujours les mêmes rues, les mêmes boulevards, les mêmes avenues, le pire étant ces cyclistes qui tournent autour de l'hippodrome, à Longchamp, tels des lévriers. On échoue toujours dans les mêmes bistrots, les nourrices poussent leur landau dans le parc Monceau. Ça pue la graisse et le confort.
Ça pue la vieillesse prospère et calfeutrée. Ça pue le bonheur rangé dans une armoire. Alors nous étions partis comme ça, sur un coup de tête, un beau matin du mois de mars. J'avais retrouvé Vlad à l'aube au bord du bassin de la Villette, là où bifurquent les deux canaux reliant Paris aux grandes plaines d'Europe de l'Est. Et nous avions démarré le long du canal Saint-Denis. Vlad hurlait « Montjoie, Saint-Denis !» comme un roi de France enfourchant son destrier, tirant son épée de son fourreau, partant pour la croisade sous les vivas de ses troupes. Et il pouffait de rire en pédalant, pendant que le soleil se levait au-dessus de la géode, un gros soleil vermeil et velouté, comme un décor d'opéra. Je connaissais bien la route, je la prenais tous les matins pour aller au boulot. C'était l'époque où je vivais sur un vélo, le cul planté sur une selle matin et soir, au point que j'avais la nuit des douleurs qui me remontaient la moelle épinière jusqu'au cerveau, des douleurs qui m'empêchaient de dormir, qui me brûlaient les cuisses et les mollets, sans oublier les vertèbres qui craquaient, les cervicales et les méninges congestionnés, tout le corps bourré d'acide lactique, le corps qui secouait ses frontières et s'agitait dans sa rage. Like a rat in his cage. Pour corser les choses, j'habitais alors dans un ancien bordel, à côté du métro Danube, sur les cimes de Paris, derrière les buttes Chaumont. Je ne pouvais pas regagner ma cage à lapins sans avoir grimpé un des pires radars de la capitale pour me hisser sur cet îlot de calme et de verdure entre Belleville et le Pré Saint-Gervais, où Paname n'est plus qu'un village suspendu aux souvenirs du siècle dernier. Un Paris semi-rural de cartes postales encore capable de faire rêver les touristes américains, les promeneurs nostalgiques et les starlettes hollywoodiennes. Petites maisons guillerettes, jardins pimpants, glycines, lilas et chèvrefeuilles, ruelles pavées dont les noms chantaient l'utopie meurtrie de l'entre-deux-guerres. Liberté, égalité, fraternité, progrès, renaissance, solidarité, prévoyance. Oui, c'était l'époque où j'allais au boulot à vélo. 25 bornes aller, 25 bornes retour, 50 au total par jour. Et je remettais ça tous les jours, sauf le samedi que je passais au lit, tellement j'étais cuit. Et le dimanche, c'était reparti. Je jouais ma matinée à pile ou face et je traversais toute la capitale pour gagner le bois de Boulogne, côté pile, ou le bois de Vincennes, côté face. De là, soit je m'aventurais dans les Hauts-de-Seine ou les Yvelines, soit je remontais la Marne en direction de l'Est. Mais on restait encore en Île-de-France. Au moment même où tu te réjouissais d'avoir gagné la race campagne et largué la pieuvre, il y avait toujours un hic, un couac, le détail qui tue. Un tentacule te rattrapait, te flanquait sa ventouse gluante dans les rayons, tu retombais sur une bretelle d'autoroute, un périph', un golf, un zoo, une ville nouvelle. Et la grande centrifugeuse parisienne t'aspirait de ventouse en ventouse. Paris ne voulait plus te lâcher. Tous les panneaux te l'indiquaient. Porte de Clichy, porte de Saint-Cloud, porte de Charenton, porte de Vincennes, porte de ceci, porte de cela. Le bitume sous tes roues se changeait en rail qui te reconduisait bien vite au bercail.
Avant de rencontrer Vlad, j'ignorais que le meilleur moyen de s'échapper de Paris, c'était par le nord. Via le canal Saint-Denis, les quais de Seine, Épinay, Montmorency, l'Isle-Adam, direction la Picardie, l'Artois, la route des Flandres, la frontière belge, là où commence l'Europe cycliste, là où s'achèvent les grands classiques de la Petite Reine, Gand-Wevelgem, les 4 jours de Dunkerque, Paris-Roubaix, la Flèche wallonne. Mais quand le vent soufflait trop fort, ou quand l'averse menaçait, je n'allais pas plus loin que l'hippodrome de Longchamp. Lorsqu'il n'y a pas de course hippique, les cyclistes y remplacent les jockeys. Les canassons se transforment en bécanes. Seulement personne ne venait nous voir pédaler. On se prenait pendant quelques heures pour des pistards. On tournait en rond comme des cons, bien à l'abri dans les roues avec des gars de tous les âges et de tous les genres. Des vieux briscards et des petits nouveaux. Des types qui avaient la classe et d'autres qui ne l'avaient pas du tout. Des papis frimeurs et des tontons flingueurs. Des dingos, des cinglés, des costauds, des fiers à bras, des excités du dimanche et des forcenés de l'existence. Ça causait politique, ça causait voyage, ça causait sport, ça causait nana. Les vannes et les blagues racistes fusaient comme dans une cour de lycée à l'heure de la récré. J'avais toujours mes oreillettes à portée de main au cas où, quand je sentais que ça débordait, quand je n'en pouvais plus de leurs conneries, quand la franchouillardise me foutait la gerbe. Je quittais la piste en pensée, me brancher sur une piste étrangère, de préférence, une rhapsodie de mon enfance. Même mon loyer, je l'avais signé sur ma selle. Le proprio était un fada du vélo. Il m'avait donné rendez-vous un dimanche matin à 8h pétantes sur la piste de Longchamp, en haut du faux plat montant, là où se jouaient les sprints, et m'avait provoqué en duel. À chaque tour que je gagnerais,
il rabaisserait le loyer de 15 €, ce salaud. Alors on se défiait dans le faux plat, celui qui prendrait la meilleure roue, qui saurait le mieux s'abriter du vent, qui jaillirait au bon moment et clouerait l'autre sur la ligne tracée à la craie blanche, au risque de se faire faucher par un de ces chauffards qui nous fonçait dessus dans son 4x4 aux vitres teintées, pressé qu'il était de se rendre aux putes, ou va savoir ce qu'on peut foutre, un dimanche matin, dans le bois de Bologne, à part tremper l'ennui sur une selle, ou sa femme à l'arrière d'un fourgon. À la fin, j'avais gagné 5 sprints sur 10, ce qui faisait tout de même un rabais de 75 € par mois, et le proprio tiendrait sa promesse. La chose était inespérée, car ce type d'une 40aine d'années était un pignouf qui se prenait pour un dandy, mais sur une bicyclette, il devenait sympathique. Débarrassé de ses petites lunettes rondes et de son foulard blanc noué autour du cou, son brushing de bellâtre dépassant des lanières du casque et froufroutant dans le vent, il y a des types comme ça. Vous les croiseriez dans la rue ou dans un bar, vous ne parieriez pas un seul copec sur leur tête. Mais dès qu'ils enfourchent une bécane, ils ont de l'allure, ça doit être le vent qui respire en eux et les fait vibrer intérieurement. Quand j'y repense, il fallait vibrer sacrément à l'intérieur pour remonter vers ce meublé de 15 mètres carrés loué à l'arraché. Je devais grimper la pire des bosses parisiennes, celle qui commence au bord du canal de l'Ourcq et se termine au métro Danube. Rue d'Opoul, rue Compan, rue de Moussaïa. Il y a un moment dans le virage, devant l'école de la rue Compan, où la pente est si raide que la roue avant décolle de la chaussée. On a l'impression que le vélo se cabre tel un pur sang et qu'il va se libérer de son fardeau pour continuer sa route allégée là-bas, dans la lumière. Après une journée de boulot ou une soirée de beuverie, le foie gavé d'alcool, tu n'es plus qu'un vieux débris zigzagant sur l'asphalte défoncé. Parvenu à mi-pente, tu croises ton reflet presque à l'arrêt dans une baie vitrée. Tu te vois grimacer, tirer la langue, tortiller des épaules, agiter les bras comme un poulet de batterie. Ton blaze s'allonge et se courbe sous l'effort, tandis que les jambes arquées piochent dans l'air empuanti par les bagnoles qui te dépassent en te lâchant de gros jets de fumée en pleine poire. Avec la fatigue, les jambes deviennent ligneuses, le dos se casse sous le gros sac brinque-ballant de gauche à droite. Parfois, des chauffards te crient « Vas-y, viens !» en abaissant leur vitre et en te jetant un vieux mégot dans le museau. Mais la plupart du temps, les gens ne disent rien. Ils se contentent de te regarder comme une bête curieuse, évadée d'un zoo.
Chaque matinée était un rituel. Il fallait se lever à 5 heures, descendre l'échelle branlante de la mezzanine, éteindre le radio-réveil qui beuglait dans le brouillard, ne rien avaler à part un café pour ne pas tout dégobier dans la descente, se harnacher comme un matamor, ne pas oublier fixer sur le casque la lampe frontale qui te donne l'air d'un mineur surgi des entrailles de la terre, vérifier la température pour savoir s'il te faut enfiler le bonnet, les gants et surtout les couvre-chausses. Jeter un coup d'œil dans le miroir à ce type équipé pour la grande plongée dans la moiteur glaciale de la banlieue tentaculaire. Suivez les gestes mécaniques effectués dans la précipitation, les paupières entrebâillées. Décrocher ton vélo du balcon, descendre l'escalier, ta bécane sur l'épaule, prendre le taureau par les cornes, enfourcher la bête, foncer dans la pente, éviter les dos d'âne, les chicanes et les nids de poules, dévaler Paris. Paris qui s'éveille dans la nuit glauque de l'hiver, Paris encore à demi-désert, à l'eau des réverbères, trottoirs luisants, néons rutilants, petites veilleuses rouges et vertes des taxis ramenant les moins fauchés des fêtards, en dépassant les malheureux qui titubent dans la rue de Crimée ou se contorsionnent sur un vélo aux roues voilées, aux pneus raplapla, la chaîne rouillée pépille rendant en écho le chant des oiseaux s'égosillant dans le parc en pure perte, car sur Paname, vous pouvez chanter tant que vous voulez les piafs, le soleil fera toujours la grasse mat. La descente se faisait donc avec la peur au ventre, la peur de se vautrer, de réussir le vol plané rêvé au-dessus des buttes de Chaumont et d'atterrir là-bas, dans les branchages d'un chêne ou sur la canopée d'un pin, parmi les pigeons et les tourterelles. Peur que les freins lâchent, peur que les pieds dérapent sur les pédales, peur de passer sous les roues d'un fou. Une fois traversé le canal de l'Ourcq, la peur refluait. Je savais que je tenais le bon bout, je me déportais sur la gauche, tendais la main sur la droite, virais dans l'épingle de la rue de l'Aisne, le genou penché comme un motard, reprenais sur la gauche, évitais la poussette déboulante à bout de bras, longeais le canal, cap à l'est. Pédalant sur les quais de l'Oise et de la Gironde, je rêvais du Danube. Un jour, j'aurai la force de relier la bouche du métro Danube aux bouches du fleuve Danube. Un jour, j'aurai la force de franchir le périph' une bonne fois pour toutes et de rejoindre le boulevard de l'Europe. Mais il a fallu attendre 2 ans pendant lesquels j'ai pianoté ce roman en piétinant dans un appartement, en piétinant dans un hôpital mental, en piétinant à cheval entre Paris et le milieu du continent. Et puis j'ai fini par comprendre qu'il me faudrait vivre le tourbillon de la route avant de me plonger dans le tourbillon de l'écriture. Oui, j'en étais là dans l'écriture de mon roman quand j'ai compris que je ne pourrais pas pianoter plus avant sans pédaler
pour de bon. Celui que j'appelle Vlad n'est pas un personnage de roman. Vlad existe. Son cœur ne bat qu'un coup sur 4, mais il bat pour de bon. Brisons la ligne des glaces et traversons le miroir. Samuel vit double, il est temps de l'avouer, c'est moi. Cette histoire que je raconte est la mienne. Le Danube est notre Rio Grande. Les Balkans sont notre Mexique. L'Europe, notre destin. Cependant, l'Europe ne se réduit pas à la fiction communautaire pour laquelle nous élisons tous les 5 ans des députés dont nous n'entendons plus parler jusqu'à la prochaine échéance. Une autre Europe existe, une Europe tissée de rivières et de vie ordinaire. Et cette Europe, nous l'avons traversée.